J'étais assis à la table en chêne poli de la grande salle à manger. La douce lueur des cristaux du lustre illuminait les perles au cou de Rebecca comme des gouttes de lune. Elle était radieuse, telle la femme posée dont j'étais tombé amoureux. Le dos droit et le sourire répété. Je regardais son père se lever de son siège en bout de table, un téléphone relié de cuir dans une main et une coupe de champagne dans l'autre, s'attendant aux chaleureuses félicitations habituelles. Au lieu de cela, son regard se porta sur moi et le monde s'étonna. J'étais en train de siroter une gorgée lorsqu'il cria d'une voix résonnante. « Vous n'avez envoyé que 50 centimes. » La salle se figea. Les couverts étaient à moitié portés aux bouches. Les flûtes à champagne tremblaient dans les mains de ses cousins. Un silence si total s'abattit que je sentis le feu me monter aux joues. Le père de Rebecca leva l'écran de son téléphone, illuminé par une transaction affichant 0,50 $. Il le tenait comme s'il brandissait un trophée. Rebecca nous envoie 5 000 $ par mois. Tonnatait-il, la voix résonnant contre le haut plafond. Et vous avez l'audace d'envoyer ça? Ma gorge se serra. Je sentais tous les regards me scruter, mesurant ma valeur à un seul centime de moins de 50 centimes. Mes mains tremblaient contre le pied de mon verre. J'ouvris la bouche, la voix éteinte. Cet argent venait de moi. Parvins-je à murmurer, les mots ayant un goût étrange sur ma langue. J'aurais dû être soulagé qu'au moins une personne connaisse la vérité, mais les mots moururent avant d'avoir pu porter le moindre poids. Les lèvres de Rebecca se retroussèrent en un rictus méprisant tandis qu'elle se penchait en avant. « Arrêtez de me voler mon crédit », lança-t-elle d'un ton sec comme du verre brisé. Des rires parcoururent la pièce, d'abord des gloussements étouffés, puis des éclats de rire plus sonores. Des murmures de « t'as entendu » et de 50 centimes se transformèrent en une vague d'humiliation qui me submergea, m'entraînant sous moi. Je m'enfonçai plus profondément dans mon fauteuil, souhaitant que le sol s'ouvre et m'engloutisse tout entier. Dans la douce chaleur de cette réunion de félicitations, je me sentais plus petite que jamais. Les perles au cou de Rebecca brillaient d'un éclat moqueur, aussi brillantes et froides que les marches qui me transperçaient. Son père retourna à sa place, la poitrine bombée de fierté, comme s'il avait lancé la chute d'une plaisanterie grandiloquente à mes dépens. Les notes d'un concert de piano flottaient dans un coin de la pièce, une bande-son d'une élégance inconsciente. Rebecca se rassit, lissant sa jupe, les yeux détournés de moi comme si je n'étais rien de plus qu'une tache sur la perfection de la soirée. Je levai mon verre, non pas pour célébrer, mais pour cacher ma main, et finis ce qui me restait. Je quittai le dîner plus tôt que prévu, m'excusant avec un sourire crispé et des explications des plus superficielles. Une urgence professionnelle, un mal de tête soudain. Les rues de la ville semblaient dures sous les lumières tandis que je pénétrais dans l'air frais de la nuit. Le rire de Rebecca résonnait encore dans mes oreilles. Je marchais sans direction, le poids de la gêne pesant sur mes épaules comme une chaîne de fer. Je revivais chaque instant. La notion de crédit, le côté ostentatoire de son père, la correction cruelle de Rebecca. J'avais un goût de bile au fond de la gorge. Le souvenir de cette générosité me semblait vicié. Chaque dollar envoyé se transformait en symbole de ma propre invisibilité. Ce soir-là, j'étais assis seul dans notre appartement, plongé dans le silence qui s'était installé entre nous au fil des mois de vérité non dite. Je passais au crible les relevés bancaires étalés sur la table basse. Chaque ligne me rappelait les paiements que j'avais effectués sans me poser de questions. 5 000 $ par mois pendant un an. 60 000 $ dévalés de mon compte, inaperçus, sans que personne ne les apprécie. Mon cœur battait la chamade en réalisant que j'étais devenu le bienfaiteur discret d'une famille qui ne me voyait que comme un portefeuille. Une famille qui applaudissait Rebecca pour des cadeaux qu'elle n'avait jamais financés. Une femme à qui je devais le crédit de mon sacrifice. Dans l'œuf cru de la solitude, j'ai pris une décision qui m'a semblé être le premier souffle de liberté. Après la noyade, j'arrêterai les paiements. Pas d'annonce, pas de confrontation, juste le rapide transfert des fonds du compte de ses parents. J'imaginais les pas de la monnaie résonnant dans les couloirs impeccables de leur manoir. Le halètement de surprise sur les lèvres de Rebecca lorsque ce solde familier n'apparaissait plus. J'imaginais la façon dont son père froncerait les sourcils en voyant son relevé bancaire. Les gros titres de leur groupe de discussion privée. Où est notre don mensuel? Je fermais les yeux et imaginais ce moment de vérité avec un calme que je n'avais pas connu depuis des mois. Il y avait de la douleur dans cette trahison, la mienne, plus acérée que n'importe quel couteau. Mais sous cette douleur se cachait la ferme détermination. L'air de la nuit avait transpercé ma chemise alors que je rentrais chez moi. Mais en moi, une étincelle s'était allumée. Quoi qu'il en soit,
colère, reproche, abandon, j'avais au moins repris possession de mes choix. J'appuyais ma paume contre la vitre fraîche de notre fenêtre, regardant les lumières de la ville qui continuaient, indifférentes à ma crise. Demain, je me réveillerai et j'exécuterai ma décision. Je cliquais, m'arrêtais et laissais la rébellion silencieuse commencer. Et même si j'ignorais ce que je trouverais lorsque le solde du mois suivant ne serait plus crédité sur le compte de ses parents, j'étais certain que rien ne serait plus accablant que l'humiliation des 50 ans. Ce soir-là, sous la lueur des lampadaires et le bourdonnement lointain de la circulation, j'ai arrêté les paiements. Ce que j'ai découvert le mois suivant allait transformer ma détermination en quelque chose de plus féroce, quelque chose qui allait remodeler ma compréhension de la vérité, de la loyauté et du prix du silence. Je m'appelle Julien Roux et j'ai eu 34 ans au printemps dernier dans un appartement loué avec vue sur le centre-ville de Saint-Paul. Je suis superviseur logistique dans une compagnie maritime régionale, chargé de coordonner les itinéraires de fret entre plusieurs États. Chaque matin, je me lève avant l'aube, me prépare un café et passe en revue les expéditions du jour tandis que la ville se repose sous mes pieds. Sur le papier, ma vie se résumait à un emploi stable et durable, un appartement modeste et quelques économies de côté. Mais en épousant Rebecca, je me suis convaincu que je m'associais. Deux moitiés construisant une vie commune. Je ne voyais pas à quelle vitesse cette moitié pouvait disparaître. La cour était comme une promesse éternelle. Je me souviens de ma première rencontre avec sa famille. La façon dont sa mère vantait le grand cœur de Rebecca devant des gaufres aux myrtilles et dont son père me serrait la main d'une main ferme et d'un sourire fier. J'avais hâte de faire plaisir, de montrer que j'appartenais à une famille. Rebecca et moi avons parlé de nos rêves. Voyager à travers l'Europe, fonder une famille un jour, peut-être acheter une maison au bord de la rivière. Je m'y suis investi sans réserve, convaincu que nous étions égales, traçant un chemin commun. Je me sentais forte et pleine d'espoir, comme si le monde allait se plier à nos plans. Puis les attentes de sa famille ont émergé presque imperceptiblement au début. Son père a fait allusion à un soutien. « C'est bien de donner en retour, disait-il, poli comme un prêche. » Sa mère nous a rappelé les sacrifices que ses parents avaient faits pour l'éducation de Rebecca. Rebecca a mentionné nonchalamment au dîner, on devrait leur envoyer quelque chose chaque mois, pour leur témoigner notre reconnaissance. Au début, j'ai acquiescé sans réfléchir. $500 me semblait un geste significatif jusqu'à ce que le montant double, puis quintuple, comme si le chiffre affiché à l'écran était le baromètre de mon dévouement. Je ne le remettais pas en question, car Rebecca ne le faisait jamais. Elle souriait quand ses parents louaient sa générosité, leur laissant croire que l'argent provenait de son héritage ou de ses projets. En privé, elle me remerciait doucement, effleurant mon bras du bout des doigts. Je croyais qu'elle me protégeait, m'épargnant l'embarras. Mais en réalité, elle protégeait son image. Je suis devenu le fantôme derrière sa générosité, la source invisible qu'elle ne reconnaissait jamais. Quand on lui demandait comment elle avait pu se permettre un tel cadeau, elle hochait la tête et disait « Oh, j'ai de la chance », sans jamais mentionner mon nom. Au fil des mois, les paiements sont devenus un poids constant sur mes épaules. J'ai commencé à accepter des heures supplémentaires pour suivre le rythme. Mes week-ends se sont transformés en missions de conseil dont je ne voulais pas. Mes soirées passées à étudier des contrats annexes. J'ai vendu ma guitare vintage, une pièce que je possédais depuis la fac, pour faire face à un mois difficile. J'ai troqué ma berline fiable contre une berline déglinguée qui n'a duré qu'une saison. J'ai annulé nos vacances annuelles, prétextant des contraintes budgétaires, même si nous ne nous en sommes jamais disputés. En silence, j'ai sacrifié ces moments, convaincu de bien faire. Au bureau, des amis ont remarqué ma fatigue, mais je l'ai ignorée. C'est la période chargée, leur disais-je. J'ai commencé à perdre du poids à cause du stress et du manque de sommeil, mais j'affichais un sourire chaque fois que le nom de Rebecca était évoqué. Pourtant, intérieurement, le ressentiment grandissait comme une vigne noire qui serpentait dans mes pensées. Je me demandais quand le cadeau du jour serait reconnu, quand quelqu'un verrait les nuits blanches et le portefeuille vide derrière les remerciements. Mais je n'entendais que le silence. Je me suis habitué à porter le fardeau seul, me faisant passer pour le mari bienveillant qui aime donner en retour. Un soir, j'ai abordé le sujet avec Rebecca, espérant obtenir des éclaircissements. Devant un plat tiède, je lui ai demandé comment elle parvenait à gagner suffisamment pour financer ses virements mensuels. Elle a haussé les épaules et a tracé une ligne sur sa serviette. « C'est mon revenu d'appoint », a-t-elle répondu. « Pas de souci. » J'ai insisté, lui demandant si elle se sentait accablée. Elle a ri,
balayant mon inquiétude. Je vais bien, a-t-elle dit. Mes parents apprécient tellement. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mes finances ni proposé de m'alléger la tâche. J'ai alors réalisé que j'étais devenu son portefeuille invisible. Je n'avais plus d'importance en tant que personne, ni en tant que poste, ni en tant que rêve, ni en tant que souci nocturne. Je n'existais que pour les transactions numériques que j'envoyais. Mon identité s'était réduite à une suite de chiffres circulant sur des applications bancaires, chaque virement effaçant un peu plus ma valeur personnelle. Ce fut une révélation amère, comme découvrir que j'avais passé ma vie à construire un château de cartes pour le plaisir d'autrui. Dans mes moments de solitude, je reculais devant la façon dont j'avais été prêt à me perdre. Je repensais à notre mariage, à nos vœux échangés, et à la vacuité de ses mots, rétrospectivement. Elle m'avait promis d'être mon partenaire, ma confidente. Mais dans le silence de mon sacrifice, j'ai reconnu la vérité. Elle ne me voyait que comme un moyen de renforcer son estime. Et je la laissais faire, car je croyais que l'amour exigeait de tout donner, même si cela signifiait disparaître. Maintenant, assis à mon bureau au bureau logistique, à planifier les itinéraires maritimes, j'étais résolu à retrouver mon autonomie. La prochaine fois qu'une alerte de $500 s'afficherait, ce serait un rappel de ce que je ne voulais plus être. Je ne travaillerais plus en silence, nourrissant des rêves qui n'avaient jamais été les miens. Je me souviendrai de l'homme que j'étais autrefois, celui qui rêvait d'explorer l'Europe, de fonder une famille, de partager la vie à égalité. Cet homme méritait d'être plus qu'un portefeuille invisible, et j'étais prêt à le retrouver. Les yeux de Rebecca brillaient d'excitation le soir où elle évoqua cette idée. Nous étions assis dans notre cuisine exiguë, reçus et relevés bancaires éparpillés sur la table comme des cartes de bataille. Inscrivons les transferts sous la rubrique « Caritatif pour la vie », dit-elle d'une voix basse et conspiratrice. Ça fera classe, comme une fondation, vous savez, quelque chose de significatif. Le vernis d'enthousiasme sur son visage masquait la réalité de ce que cela signifiait pour moi. Une couche de tromperie supplémentaire, une raison de plus de taire la vérité. Pourtant, j'acquiesçais, ravalant le malaise qui me tordait les entrailles. Si elle pensait que cela m'épargnerait l'embarras, je jouerais le jeu. À cet instant, le compte à rebours dans mon esprit changea une fois de plus, comptabilisant une nouvelle victoire pour les revendications tacites de sa famille. À partir de ce jour, je suis devenu un homme partagé entre deux mondes. Celui de la maison, où chaque dollar devait être justifié et chaque achat examiné à la loupe, et celui du travail, où les manifestes d'expédition et les optimisations d'itinéraires offraient un répit temporaire à la pression incessante de mon secret domestique. J'ai accepté des missions annexes de conseil qui mesuraient ma valeur non pas à l'aune de sourires et de dîners partagés, mais à l'aune de mes horaires et de mes statistiques. Les week-ends se sont transformés en marathons de feuilles de calcul et de réunions clients où je présentais des stratégies logistiques à des petites entreprises désespérées de rationaliser leur livraison. Je n'ai jamais parlé de la famille de Rebecca ni des $5000 mensuels gaspillés par mes clients du week-end. J'étais un professionnel compétent, pas un homme écrasé par des obligations silencieuses. Au fil des mois, j'ai puisé de plus en plus dans mes réserves. J'ai vendu ma précieuse guitare vintage, celle que j'avais minutieusement restaurée à l'université. Pour couvrir un surplus de prix suite à une réparation automobile imprévue, le bois d'acajou chaleureux de la guitare, la courbe douce de son manche et le bourdonnement délicat de ses cordes avaient autrefois été mon sanctuaire, un lieu où exhalaient des mélodies porteuses de mes rêves et de mes frustrations. Maintenant, elle reposait entre les mains d'un inconnu. Sa musique s'est échangée contre un virement bancaire qui a disparu dans les caisses familiales. J'ai rétrogradé ma berline fiable contre une vieille voiture à haillons qui roulait sur l'autoroute. La radio grésillait, comme si elle faisait écho à mes propres nerfs à vif. Chaque sacrifice me serrait la poitrine. Pourtant, je persistais, convaincu que l'amour exigeait ce niveau d'endurance. À la maison, les fissures commençaient à apparaître. Je me surprenais à me crisper à la moindre mention du nom de sa famille. Mon cœur s'emballait lorsqu'une alerte de nouvelles transactions sonnait sur mon téléphone. Rebecca, quant à elle, gardait son sang-froid impeccable. Les rares soirs où nous dînions ensemble, elle me demandait comment s'était passée ma journée, mais brièvement, puis redirigeait la conversation sur la fondation, sa dernière collaboration mode, puis sur une interview de podcast qu'elle avait acceptée. Je souriais et hochais la tête, maniant mes mots avec précaution, enfouissant le ressentiment qui me montait comme de la bile dans la gorge. En public, j'étais encore le mari fier, rayonnant de ses succès, célébrant son ingéniosité. En privé, j'étais le bourreau de travail silencieux, accablé par une gratitude jamais exprimée.
Les moments les plus douloureux étaient ceux où ses parents félicitaient Rebecca pour des spectacles que j'avais financés. J'écoutais sa mère s'extasier sur l'altruisme de Rebecca lors des réunions de famille, ignorant que chaque compliment était un coup de poignard pointé sur ma dignité. Lorsque son père m'appelait pour discuter d'une nouvelle initiative caritative, je proposais des idées, des contacts. C'était plus facile que de m'excuser pour un compte en banque vide. Je devenais l'architecte invisible de leur générosité, et ils ne se doutaient de rien. Pourtant, par moments, j'ai commencé à craindre qu'un jour l'architecte disparaisse et que l'édifice de mensonges s'effondre. Je me demandais, une fois de plus, ce que cela ferait de refuser, de cesser tout simplement de les soulager. Un soir, après une nouvelle salve d'éloges forcés lors d'un brunch familial, je me suis retrouvé tremblant en rentrant chez moi. J'ai serré le volant si fort que mes articulations se sont élargies, les grandes lignes de mon plan pour le mois à venir se cristallisant dans mon esprit. J'enverrai l'argent comme d'habitude une dernière fois, puis je marquerai une pause, me retrancherai dans le silence que j'avais cultivé pendant des mois de sacrifices non réalisés, et je verrai bien ce qui se passerait. Le remarquerait-il? Rebecca s'en soucierait-elle? J'ai ressenti une lueur de défi, la première étincelle de colère que l'amour n'a pas étouffée. C'était terrifiant d'envisager les conséquences. J'avais construit ma vie autour de leur confort, mais je commençais à réaliser que mon propre confort, mon identité, importait plus que leurs exigences incessantes. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la douce lueur de la lampe de notre chambre et, comme toujours, j'ai tapé le code de transaction, $1500 pour une œuvre caritative RL. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi et, l'espace d'un instant, j'ai pensé à arrêter. Mais des années de conditionnement ont défilé devant moi, les toasts de félicitations, les hochements de tête polis de Rebecca, les applaudissements continus pour une générosité qui n'était pas la sienne. J'ai cliqué sur « Envoyer », regardant les chiffres s'écouler dans un tourbillon d'obligations. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté éveillé, écoutant le bourdonnement de la ville, sachant que je m'étais à nouveau engagé dans un sacrifice qui me tuait à petit feu. Alors que je sombrais dans un sommeil agité, je me demandais combien de temps encore je pourrais supporter cette mascarade. Les fissures sous la surface s'élargissaient, et je n'étais plus certain de pouvoir maintenir la structure. Quelque part dans cet enchevêtrement de mensonges et d'obligations, j'avais perdu de vue l'homme que j'étais autrefois, un homme qui recherchait la collaboration, non la servitude. L'amour, non la soumission. Et à l'approche de l'aube, je réalisais que si rien ne changeait bientôt, je me réveillerais dans une vie entièrement définie par ce que je donnerais plutôt que par ce que je garderais pour moi. Le silence qui m'avait protégé jusque-là commençait à suffoquer. La question n'était plus de savoir combien de temps je pourrais endurer, mais si je trouverais le courage de m'en libérer. Je me suis réveillé le lendemain du fiasco du dîner avec un sentiment de calme profond, la douleur de l'humiliation encore brûlante dans mes yeux. Allongé dans mon lit, je traçais les motifs d'ombre et de lumière au plafond, sentant le poids de mois de sacrifices silencieux me peser sur la poitrine. Dans ce silence, j'ai pris la décision d'arrêter les paiements. Pas de grande annonce, pas de dispute, juste un petit geste du doigt qui détournerait chaque dollar futur du compte de ses parents. J'ai imaginé l'alerte sur mon téléphone, la note presque crédible annonçant que RL Charitable avait été suspendue. J'ai imaginé le choc de Rebecca, le tremblement dans sa voix lorsqu'elle s'est demandé pourquoi le virement familier n'arrivait jamais. À midi, j'avais ouvert un nouveau compte dans une autre banque à l'insu de Rebecca et organisé un virement automatique entre ici et un fonds d'épargne personnel que j'avais longtemps négligé. C'était indolore, trop facile. En fait, j'ai gelé la carte de crédit conjointe d'un seul appel et annulé le paiement automatique qui avait vidé mon solde courant pendant un an. En raccrochant, un étrange frisson m'a traversé, comme si j'étais au bord d'une falaise et que je réalisais qu'on pouvait voler. J'ai fermé les yeux et laissé l'excitation retomber, remplaçant la peur par la détermination. Je n'ai pas adressé la parole à Rebecca. Au lieu de cela, j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Au bureau, je coordonnais les expéditions et répondais aux emails urgents, le bourdonnement habituel de la logistique offrant une distraction bienvenue face à la tempête qui se préparait à la maison. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je me préparais à recevoir son SMS me demandant pourquoi le virement avait échoué. Mais rien ne venait, du moins pas encore. Je me demandais si le silence amortirait le choc ou le rendrait plus violent. Ce soir-là, j'ai retrouvé Léon pour dîner dans notre restaurant thaïlandais préféré. Léon était mon confident depuis la fac, l'ami dont le pragmatisme calme contrebalançait mes réflexions excessives. Je l'ai regardé remuer sa soupe et me suis éclairci la gorge. « J'arrête », ai-je dit à voix basse. Il a levé les yeux,
les sourcils haussés, puis m'a fait signe de continuer. Je lui ai expliqué comment j'avais réacheminé mes revenus et gelé la carte. Il m'a écouté sans juger, son silence plus encourageant que n'importe quel conseil. Bien, a-t-il dit lorsque j'ai terminé. Maintenant, voyons jusqu'où ça va. Autour d'un riz gluant et d'un curry épicé, j'ai sorti mon ordinateur portable et lui ai demandé de faire une vérification plus approfondie des antécédents de Rebecca. Je voulais savoir avec une précision glaciale combien elle avait payé par rapport à ce que j'avais. Léon tapait du doigt, aussi précis soit-il, tout en compilant les données des relevés bancaires, des déclarations fiscales, des déclarations à son nom. Le silence entre nous s'emplit du bourdonnement de la climatisation et du tintement occasionnel des couverts de la table voisine. Le temps que nous terminions le dessert, il avait les résultats. Il fit glisser la feuille de calcul sur la table sans un mot. Je fixai les chiffres, 12 mois de cotisation, chaque cellule un zéro flagrant sous la colonne de Rebecca, et 60 000 $ sous la mienne. Pas une odeur de son nom n'avait effleuré. L'écart me fit l'effet d'un coup de poing au ventre, à la fois une validation de mon sacrifice et une insulte à mon intelligence. Mes mains tremblaient en parcourant les zéros. Chacun témoignait de mes années de dévouement aveugle. Léon rompit le silence. On le savait. Mais le voir décomposer change tout. Ces mots me frappèrent la poitrine comme des pierres. Leur impact se propagea dans mes pensées. Soudain, la trahison se cristallisa. Ce n'était pas seulement qu'elle s'était attribué le mérite, mais qu'elle avait bâti un récit entièrement mensonger. Ses parents croyaient sa générosité sans limite, alors qu'en réalité, elle était entièrement la mienne. Les fondations qu'elle vantait n'existaient que dans ses mots. Mon argent était le ciment qui soutenait le loft. Je veux savoir ce qu'ils en ont fait, dis-je en fermant la feuille de calcul et en réduisant la fenêtre. Un nouveau feu s'alluma en moi, alimenté par un besoin de compréhension et peut-être de vengeance. Léon hocha la tête, ouvrant déjà un autre dossier. Je m'en occuperai plus tard. Finances, achats immobiliers, dettes remboursées. Tout y est. Je me laissai aller en arrière, éprouvant une satisfaction sombre d'avoir enfin brisé la coquille de secret qui m'avait emprisonné. Cette nuit-là, je me suis recouché, mais le sommeil ne vint pas facilement. Mon esprit vacillait de possibilités, confrontant Rebecca à la vérité crue, l'exposant au regard déçu de sa famille, retrouvant ma dignité. Pourtant, une voix plus calme me souffla une mise en garde, me rappelant que cette révélation entraînerait le chaos, et que je n'étais peut-être pas prête à affronter les ravages que cela entraînerait. J'imaginais les larmes de sa mère, la colère de son père, la cascade d'accusations qui s'ensuivrait. Mais je m'imaginais aussi me tenant debout pour la première fois depuis des années, ne plus être la main invisible tirant les ficelles de son œuvre caritative. Alors que minuit sonnait, je fermai les yeux et pris une autre décision. J'attendrai quelques jours avant d'affronter qui que ce soit. Je rassemblerai toutes les informations que Léon pourrait déterrer, puis je choisirai le moment où la vérité frapperait le plus fort. Dans cette attente tendue, je pris conscience de la force que j'avais perdue et que je commençais à redécouvrir. La vie secrète de la générosité, ma générosité, n'était plus seulement la mienne. Je la partagerais avec le monde et, ce faisant, je retrouverais l'homme que j'étais censé être. Quand le sommeil arriva enfin, il fut accompagné du premier vrai rêve que je fis depuis des mois. Moi-même. Debout sur une colline surplombant une vaste étendue d'eau, les bras tendus, libérés de tout poids. L'horizon était infini, promettant une liberté dont j'avais presque oublié l'existence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais. Je glissai le tableur sur la table de la cuisine, ses lignes et colonnes luisant sur l'écran comme une confession écrite en chiffres froids et fixes. Rebecca remuait son thé, les sourcils froncés tandis qu'elle enregistrait les données devant elle. Le silence entre nous était chargé de tension, des années de sacrifices non exprimés distillées en zéro qui se moquaient de chacune de ses affirmations. « Pourquoi as-tu menti » demandai-je d'une voix basse mais ferme, la question creusant un fossé entre nous. Elle reposa sa tasse avec un léger tintement, comme si elle examinait un diamant sous la lampe d'un bijoutier. « Tu ne comprendrais pas, dit-elle, le regard lointain. Il me respecte davantage comme ça ?» Ces mots me frappèrent comme des pierres au ventre. La respecter davantage ? Je me suis souvenu des toasts radieux de sa mère, des hochements de tête de félicitations de son père, tout cela bâti sur mes années de repli silencieux, sur le mythe de la bienveillance de Rebecca. Ma poitrine s'est serrée. L'idée qu'elle privilégiait son image à notre mariage me tordait amèrement. Je me suis penché en avant, traçant du doigt la ligne de 0 sous son nom. Chaque mois,
tu prétends leur envoyer 5000 $, ai-je dit. Jamais un seul envoi ne venait de toi. J'ai vu ses yeux se poser d'abord sur les chiffres, puis sur les miens, et elle a expiré comme pour s'entraîner à soupirer. Ils s'en ficheront, a-t-elle insisté, la voix hachée. La famille est unie. Ils croiront n'importe quelle histoire que je leur raconterai. Je me suis souvenu de son sourire suffisant le soir du dîner d'anniversaire. Sa façon d'accepter les compliments, elle ne les méritait pas. Maintenant, je voyais la dure vérité. J'avais été l'échafaudage soutenant son château d'illusions, et elle n'avait jamais hésité à me laisser le soutenir. Je me suis levé, ma chaise raclant le carrelage. Ce n'était pas qu'une question d'argent, ai-je dit en arpentant le petit espace près de l'évier. Mes pas résonnaient dans la lumière matinale. C'était notre vie. Tu construisais ton récit sur mon travail acharné, mes nuits blanches, mes sacrifices. Tu t'attribuais le mérite de mon travail. Elle m'observait, les bras croisés, l'image même de l'indifférence tranquille. Je me suis arrêté, laissant mes mots en suspens. As-tu seulement honte? Rebecca haussa les épaules, un geste naturel qui me mit en colère. La honte est pour ceux qui se font prendre, répondit-elle. Je recommencerai. Une froideur m'envahit. Plus glaciale que n'importe quel vent d'hiver. J'ai appuyé ma main contre le comptoir, les jointures blanches. Mais tu n'as pas le droit de décider de ce qui est juste, ai-je dit. Le mariage n'est pas une scène pour ta performance. C'est censé être un partenariat. Ses lèvres se contractèrent, comme amusées. Un partenariat, répéta-t-elle. Mais tu as perdu ce droit dès l'instant où tu es devenu assez faible pour financer ma réputation. Le silence s'installa à nouveau, plus pesant cette fois. Je la fixai du regard, la vise vraiment pour la première fois. L'acier dans son regard, la facilité avec laquelle elle manipulait ceux qui l'entouraient. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline me submergeait. Je réalisais que la personne que j'aimais n'existait plus. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui considérait les relations comme des transactions, l'affection comme un moyen de pression. J'éprouvais un chagrin si profond qu'il menaçait de me noyer. Non pas à cause de l'argent, mais pour la trahison des vœux d'amour et de loyauté que nous avions échangés. J'avais besoin d'en savoir plus. Ce soir-là, j'envoyai un message à Léon pour qu'il fouille plus en profondeur dans les finances de sa famille. Je veux des noms, écrivis-je. Des propriétés, des achats, des investissements, tout ce que mon argent avait bâti. Il m'envoya des dossiers préliminaires, un cheval de course acheté 6 mois plus tôt, des écuries d'entraînement dans un autre état, une bijouterie dirigée par sa mère, et une petite start-up dont l'ex-associé de Rebecca détenait une participation majoritaire. Chaque actif portait l'empreinte de mes transferts. La façade de la boutique brillait sur le registre du commerce local, avec sa signalétique et un loft à 2 étages dont le financement aurait dû prendre des années. Le certificat de pédigré de la cavalière mentionnait son père comme propriétaire, mais les relevés bancaires confirmaient que la compte remontait à moi. La colère me brûlait la poitrine en réalisant à quel point j'avais été exploité. Les parents de Rebecca n'avaient pas besoin d'aide. Ils aspiraient au statut. Ils voulaient le prestige de la philanthropie et de l'entrepreneuriat sans aucun risque. Rebecca avait fourni les deux et empoché les louanges. Mon esprit rejouait chaque réunion de famille, chaque toast, chaque compliment. J'avais hoché la tête poliment tandis que leur famille acclamait son nom, aveugle au fait que j'étais le carburant de leur succès. Ce soir-là, je l'ai de nouveau confronté, cette fois muni de preuves au-delà du tableur. Je lui ai présenté les documents. Bon de commande, acte notarié, rapprochement bancaire. Ce cheval, ai-je dit en désignant le certificat, coûtait 70 000 $. Mon argent? Elle m'a regardé, l'air impénétrable. C'était un bon investissement, dit-elle. Tu savais que je croyais à la diversification de notre portefeuille. Notre portefeuille? J'ai ricané. Tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne m'as jamais rien demandé. Elle a tendu la main et m'a touché le bras. Ce geste a fait l'effet d'une pique. J'avais besoin qu'il croie en moi, a-t-elle murmuré. Tu crois que je voulais mentir? Je voulais du respect, de la reconnaissance. Je pensais que tu comprenais. Je me suis écarté brusquement, la fureur et la trahison me submergeant. La reconnaissance s'est construite sur le vol. J'ai craché. Ton empire de mensonges n'était rien d'autre que de la richesse volée. Rebecca a soupiré, lasse de toute cette conversation. Si tu es si inquiet,
retire tout ce que tu as dit, a-t-elle lancé. Mais ne fais pas semblant d'être innocent. Ces mots m'ont frappé différemment. Ce n'était pas un aveu de culpabilité. C'était un défi. À cet instant, j'ai vu le gouffre entre nous. Elle déterminée à préserver sa façade, et moi désespéré de la démanteler. J'ai rassemblé les papiers et me suis levé, calme et résolu. Je le ferai, ai-je dit. Chaque actif que tu as bâti avec mon argent sera démasqué et tu subiras les conséquences de tes actes. Elle me regarda ranger les dossiers. J'étais parcouru d'une vague émotion indéchiffrable. Regret, peur ou calcul. Je n'attendis pas de le savoir. Je me détournai et me dirigeai vers la porte, consciente que le chemin qui m'attendait serait périlleux, mais certain. Dans le silence de notre cuisine désormais vide, je ressentis une certaine liberté. Le jugement avait commencé et j'avais retrouvé ma voix. En sortant dans la fraîcheur du soir, je compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou la tromperie, mais dans le courage de défendre la vérité. J'avais choisi de dénoncer son empire de mensonges. Et ce faisant, je m'embarquais dans un voyage pour reconstruire l'homme que j'avais perdu, et peut-être découvrir une vie plus honnête que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Lorsque Léon m'envoya le prochain lot de comptes, je sentis mon estomac, non pas par anticipation. J'ouvris le dossier tard ce soir-là, sous la lumière jaune de ma lampe de bureau. Le tableau des dépenses familiales clignotait comme une confession à l'écran. Le premier onglet listait des achats immobiliers, un vaste domaine équestre à Lexington, dans le Kentucky, propriété de son père, acquis le mois suivant notre anniversaire de mariage. Un deuxième onglet révélait une série d'investissements au nom de sa mère. Des collections de bijoux de luxe, des ventes aux enchères d'accessoires vintage, une boutique du centre-ville de Minneapolis qui avait fait faillite en 4 mois, laissant derrière elle une traînée de dettes discrètement absorbées par RL Charitable. La dernière page ressemblait à un grand livre de comptes scandaleux, une coentreprise, détenue par Rebecca et son ex-petit ami sous le nom anodin de RLX Enterprises, avec 16 000 $ de mon capital. Je me suis affalé sur ma chaise, le poids de la trahison s'installant comme du béton froid dans ma poitrine. Je me suis remémoré son allusion désinvolte à cette opportunité commerciale plus tôt cette année-là, comment elle l'avait décrite comme une collaboration passionnante pour le lancement d'une marque lifestyle. Je me souvenais de son enthousiasme lorsqu'ils avaient obtenu une marque déposée, du champagne de célébration qu'elle avait débouché à notre table de cuisine. Je l'avais félicité avec enthousiasme, masquant le doute qui me tenaillait. Je voyais maintenant la vérité. La marque était une ruse élaborée pour canaliser mon argent vers une entreprise dont son ex empocherait les bénéfices sous les applaudissements. La bijouterie n'était pas un cadeau philanthropique à sa mère. C'était un projet de vanité voué à l'échec, financé par moi pour que sa mère puisse se vanter de son succès entrepreneurial lors de mes soirées mondaines et de son cheval de course. Combien de fois avais-je absorbé les leçons du père de Rebecca sur les lignées et les pédigrés, vantant le potentiel de retour sur investissement, tandis qu'il faisait parader le cheval lors de ventes aux enchères privées, mon argent drapé autour de son cou comme un ruban emprunté? J'ai fermé les yeux, ravalé une amertume. Prendre conscience que tout mon sacrifice avait été détourné pour agrandir sa famille était plus douloureux que n'importe quelle insulte à table. Les parents de Rebecca n'avaient pas besoin d'aide. Ils aspiraient au statut, aux applaudissements, au vernis brillant de la philanthropie et du commerce, et j'avais été leur bienfaiteur involontaire. J'avais passé des années à verser chaque dollar de rechange dans leurs rêves, tandis que les miens étaient abandonnés dans des feuilles de calcul froides. J'ai ressenti une vague de colère féroce, non seulement à Rebecca et à sa famille, mais à moi-même pour avoir permis à la tromperie de s'épanouir sans contrôle. Comment avais-je laissé mes propres besoins disparaître sous leur demande? Comment avais-je confondu leur acceptation ingrate pour l'amour? Cette nuit-là, j'ai rédigé une lettre dans mon esprit adressée à ses parents, décrivant méticuleusement chaque transaction, chaque achat financé par ma main. J'ai imaginé le choc sur leur visage face à la vérité que leur empire reposait sur mon travail, pas la générosité de leur fille. J'ai imaginé la désarmement soigneusement coïf de sa mère, de consternation, le fanfaron acquis de son père se dissolvant en silence stupéfait, mais j'ai hésité. La destruction était comme une justice, mais elle pourrait également déclencher une ruine irréparable. Je me suis retrouvé à vaciller entre la catharsis et la retenue. Sachant qu'une fois la lettre envoyée, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai plutôt décidé de confronter Rebecca d'abord. Je me suis assis en face d'elle au café où nous partagions des cafés du matin, celui avec des chaises incompatibles et des succulentes décoratives. J'ai présenté les documents un par un, regardant son expression scintiller de surprise à l'indignation à la pratique du calme. Ce sont les dettes de la boutique,
ai-je dit, pointant le grand livre montrant les pertes rapides de la boutique. C'est la marque que vous et votre ex construit ensemble. Elle pinça les lèvres, les yeux se rétrécissant. Vous êtes obsédé, murmura-t-elle, atteignant son lait au lait. C'était censé être un projet passionné. Je me penchai en avant, voix basse. Un projet passionnant qui m'a coûté 60 000 $ et a bordé les poches de votre ex. Un projet où vous avez pris le crédit complet pendant que je saignais pour cela. Ses narines s'évasaient. Vous avez porté sur l'argent. Elle a riposté. Vous ne m'avez jamais demandé d'arrêter. J'ai appuyé, fermant son évasion avec des faits, la compte sur le cheval, le bail sur l'espace de la boutique, les câbles bancaires à RLX Enterprises. Elle jeta un coup d'œil, tordant un paquet de sucre entre ses doigts. Je voulais que notre famille soit fière, dit-elle enfin, la voix tremblant de colère. Je voulais être celui qui le regardait, pas pour l'homme qui fait leur comptabilité. Je laisse ces mots pendre en l'air. Vous avez choisi la fierté du partenariat, j'ai répondu. Et maintenant, vous avez détruit toute confiance que nous avions. Elle se tenait brusquement, des chaises grattant contre le sol. Si vous voulez tout brûler, allez-y, elle a craché. Mais ne prétendez pas que vous êtes la victime ici. Elle est partie, me laissant avec les restes de son lait au lait et une certitude croissante. J'ai dû démanteler les bases de mensonges qu'elle et ses parents avaient construits, commençant par exposer leurs gains ill-gotten. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid à l'extérieur du café me brossant le visage, et j'ai pris la décision qui changerait tout. J'enverrai cette lettre, non pas par dépit, mais pour forger un chemin vers la vérité, peu importe la façon dont la route a déchiqueté. De retour à notre appartement, j'ai rédigé un email à ses parents. J'ai écrit clairement, sans émotion, décrivant chaque transaction et sa destination, le cheval de course, la boutique, la société Shell. J'ai inclus des copies des actes, des bons de commande, des relevés bancaires. J'ai appuyé sur send juste après minuit, le chronométrant pour que l'email arrivera au début de leur journée. J'ai imaginé sa mère en train de vérifier sa boîte de réception, redémarrer à la trahison de sa fille bien-aimée, le café du matin habituel de son père, interrompu par la révélation que sa jument chattesse précieuse avait été financée par quelqu'un qu'il n'avait jamais reconnu. Je me suis endormi avec mon ordinateur portable toujours ouvert, les emails dans le site, le dossier brillant comme des torchers dans l'obscurité. Je ne savais pas ce que Fallout m'attendait, mais je ressentais peut-être pour la première fois depuis des mois une conviction féroce et inébranlable. Le monde de la tromperie qui s'était développé autour de moi pourrait s'effondrer, mais dans son effondrement, je me taillerais un espace pour que mon honnêteté prenne racine. Et peu importe combien de gravats restaient, j'en retirerais. Parce qu'après avoir investi mon cœur et mes revenus dans un mensonge, j'étais enfin prêt à investir dans la vérité. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le monde était étonnamment calme. Le bourdonnement habituel d'anticipation, le digne de la notification de transfert mensuel, la réconfort familier que 5 000 $ avait laissé mon compte. J'ai pressé mon pouce contre le lecteur d'empreintes digitales du téléphone et retenu mon souffle. Pas d'alerte. Au lieu de cela, un équilibre intact, des nombres reposant dans l'immobilité froide. J'exhalais, le soulagement et la peur se mélangeant dans ma poitrine comme des nuages de tempête. J'ai glissé du lit, en faisant attention de ne pas réveiller Rebecca, dont la respiration n'était même pas au courant. Je m'habillai tranquillement et me dirigeai vers la cuisine où je me suis versé une tasse de café qui avait un goût étonnamment amer. La vapeur a augmenté et des spirales paresseuses, et j'ai réalisé que j'avais oublié à quel point les matins ordinaires pouvaient ressentir quand je n'étais pas attaché à des obligations invisibles. J'ai à nouveau atteint mon téléphone, faisant défiler mes comptes nouvellement séparés. Celui qu'elle ne connaissait pas a tenu la somme modeste qui grandissait tous les jours, ne s'éloignait plus. J'ai regardé les chiffres, mes économies comme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la table, je pouvais voir son cher encore vide. L'oreiller repulpait là où elle devrait être. J'ai siroté mon café, goûtant la liberté. Mais j'ai aussi goûté à la culpabilité. J'avais fait un choix qui secourait notre monde. Je me demandais si je pouvais me supporter lorsque la tempête a frappé. Le matin du matin, j'étais à mon bureau au travail. Coordonnant les horaires de fret, mais mon esprit répétait déjà la confrontation que je savais. Mon téléphone a bourdonné une seule fois, à 11h15. Un texte de mon ami comptable Léon. Il disait, il pose des questions. Pas de contexte, pas de détails, juste ces mots. Mon pouce est accéléré. J'ai tapé, que disent-ils? 2 fois.
Il a bourdonné avant sa réponse. Ils ont remarqué la pause. Les appels de sa mère se demandant si tu vas bien. Son père semble confus. Pas encore de blâme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le bourdonnement des ordinateurs et des drones de l'expédition se manifeste. Alors que l'adrénaline fouillait, il se réveillait à l'absence que j'avais créée. Je me sentais à la fois fier et anxieux. Fier d'avoir affirmé le contrôle de mes propres finances. Inquiétant pour les retombées, comment Rebecca réagirait, comment ses parents se déchaîneraient, si notre mariage pouvait résister à la rupture. Ce soir-là, je suis entré dans notre salon pour trouver Rebecca perchée sur le bras du canapé, téléphone pressé à l'oreille, voix serrée. « Julian, c'est urgent », a-t-elle dit, ton sharp. « S'il vous plaît, appelez-moi quand vous le voyez. » Elle a griffonné quelque chose sur un bloc-notes et l'a glissé pour moi. Maman a appelé. Elle a dit que l'argent n'était pas venu. Ses yeux étaient plissés, blessés y clignotant comme un verre fracturé. J'ai avalé. Je vais les appeler, dis-je, posant mon café avec une force inattendue. Mes mots semblaient creux dans l'espace entre nous. J'ai composé le numéro de ses parents, le cœur battant et j'ai attendu pendant qu'il sonnait. Sa mère répondit en premier, voix fragile avec inquiétude. « Julian, est-ce que tout va bien ? Nous n'avons pas eu le transfert aujourd'hui. » Je l'ai imaginée assise à son bureau en lisant ce vide dans son compte comme une trahison. J'ai pris une respiration, me stabilisant. « Je vais bien », j'ai dit la voix calme. « Mais j'ai besoin que vous connaissiez la vérité. Rebecca n'a pas envoyé de parfum au cours de la dernière année. Chaque dollar que vous avez reçu est venu de mon compte. » Il y a eu une longue pause. Je pouvais presque entendre son cœur se retourner dans sa poitrine. « Je suis désolé que vous vous sentiez induit en erreur », j'ai poursuivi. « Mais je ne peux plus soutenir cet arrangement. » Sa mère a bafouillé, l'indignation lançant ses questions, mais elle a dit, « Je sais », j'ai interrompu doucement. Elle l'a dit, mais ce n'était pas vrai. La ligne crépitait d'incrédulité. « Nous avons respecté sa générosité », murmura-t-elle. « Vous déchirez notre famille. » « Je vous dis ce que vous méritez de savoir », ai-je dit. « J'ai donné jusqu'à ce que ça fait mal. Il est temps que vous fassiez face à la réalité. » J'ai raccroché, serré à la poitrine et je me suis tourné vers Rebecca. Elle se tenait derrière moi, les bras croisés, les lèvres pressées dans une fine ligne. Ses yeux étaient brillants, pas de larmes, mais de fureur. « Comment pourriez-vous » siffla-t-elle. « Tu m'as humilié. » Les mots ont piqué, mais je n'ai pas tressailli. J'avais attendu trop longtemps pour dire le silence dans la vérité. « Je ne t'ai pas humilié, dis-je. Je vous ai montré ce que les dons sans reconnaissance peuvent faire. » Sa main trembla alors qu'elle atteignit mon bras. « Ils m'aiment » a-t-elle insisté. « Ils se rallieront autour de moi. » Je l'ai secoué doucement. « Ils aiment l'idée de vous. Ils aiment leurs illusions. » Ma voix s'est adoucie. « Je t'aimais. Je fais toujours quand tu es la femme que j'ai épousée. » Elle regarda. La douleur et la colère détressent ses traits. Elle avait construit son identité sur les compliments et le statut élevé. J'avais arraché l'échafaudage. Je l'ai regardé lutter, j'ai vu les lignes de fracture apparaître dans son équilibre. Plus tard dans la soirée, quand elle s'est retirée pour emballer ses affaires, je ne l'ai pas arrêtée. Elle a déménagé comme un animal blessé. Rapide, tendue, déterminée. Elle a poussé les vêtements dans un sac à bouffer, refusant mon aide. J'ai regardé silencieusement, une poitrine lourde d'émotions contradictoires. Du chagrin, secours, culpabilité, défi. Quand elle se tenait à la porte, du fellbag passait sur son épaule. Elle fit une pause. « Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Je vais m'assurer que vous regrettez cela. » Ses yeux ont brûlé avec quelque chose que je ne reconnaissais pas. « Tu ne me possèdes pas, Julian, ai-je hoché la tête. « Non, dis-je. Mais tu ne le fais pas. » Ses pas résonnaient dans le couloir, puis le silence s'installe. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre, le cœur battant. J'avais gagné la bataille, mais je n'avais pas gagné la paix. Dans les jours qui ont suivi, les appels sont venus en vagues. La confusion de son père, les larmes de sa mère, la messagerie vocale polie des créanciers de la boutique. Je suis retourné sur mon propre compte, démêlé de leurs demandes financières. J'ai rénové ma voiture, remplacé le haillon en cliquetis par quelque chose de fiable. J'ai contacté un avocat pour discuter des termes de séparation au cas où.
Et lentement, en l'absence de son poids sur mes épaules, j'ai recommencé à respirer. J'ai découvert que le silence peut être puissant, mais il n'est pas redonné. C'est l'espace où vous écoutez, où vous planifiez, où vous vous récupérez. Debout dans le calme de mon salon, j'ai réalisé qu'en arrêtant les paiements, je n'avais pas seulement retiré de l'argent. Je m'étais retiré d'une vie qui n'était pas à moi. Le chemin à venir était incertain. Ses fils suspendus dans les airs comme des nuages de tempête. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le tremblement de la possibilité. Je ne serai plus le fournisseur invisible. Je ne me recroquevillerai plus dans les ombres jetées par l'ambition de quelqu'un d'autre. J'avais choisi la vérité sur l'illusion. Et ce faisant, j'avais commencé à me choisir. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Quelques jours après l'arrêt des paiements et la vérité dévoilée, le monde de Rebecca a commencé à s'effondrer. Sa routine matinale de traitement de spa et de photos des photos d'influence a brisé le moment où elle a réalisé que son financement s'était évaporé. Les teintes brunes qu'elle avait soigneusement choisies pour son flux. La concentration sur les filtres sur lesquels elle s'est appuyée pour amplifier son image se sentait soudainement creux alors que son solde bancaire a fait clignoter des chiffres décroissants. Elle a essayé le gambit habituel. Publier une annonce parrainée, présenter une collaboration, rappeler à ses disciples son goût impeccable. Mais les marques ont commencé à hésiter quand ils ont vu son engagement diminuer. L'argent qu'elle avait toujours pris pour acquis avait disparu, et avec lui la vie organisée qu'elle avait construite sur ma générosité. Pendant ce temps, son partenaire commercial, qui avait reçu 16 000 $ de mes fonds pour semer sa marque dite de style. Coordonnant les horaires de fret, mais mon esprit répétait déjà la confrontation que je savais. Mon téléphone a bourdonné une seule fois, à 11h15. Un texte de mon ami comptable Léon. Il disait, il pose des questions. Pas de contexte, pas de détails, juste ces mots. Mon pouce est accéléré. J'ai tapé, que disent-ils ? 2 fois. Il a bourdonné avant sa réponse. Ils ont remarqué la pause. Les appels de sa mère se demandant si tu vas bien. Son père semble confus. Pas encore de blâme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le bourdonnement des ordinateurs et des drones de l'expédition se manifeste. Alors que l'adrénaline fouillait, il se réveillait à l'absence que j'avais créée. Je me sentais à la fois fier et anxieux. Fier d'avoir affirmé le contrôle de mes propres finances. Inquiétant pour les retombées, comment Rebecca réagirait, comment ses parents se déchaîneraient, si notre mariage pouvait résister à la rupture. Ce soir-là, je suis entré dans notre salon pour trouver Rebecca perchée sur le bras du canapé, téléphone pressé à l'oreille, voix serrée. « Julien, c'est urgent » a-t-elle dit, ton sharp. « S'il vous plaît appelez-moi quand vous le voyez. » Elle a griffonné quelque chose sur un bloc-notes et l'a glissé pour moi. Maman a appelé. Elle a dit que l'argent n'était pas venu. Ses yeux étaient plissés, blessés y clignotant comme un verre fracturé. J'ai avalé. Je vais les appeler, dis-je, posant mon café avec une force inattendue. Mes mots semblaient creux dans l'espace entre nous. J'ai composé le numéro de ses parents, le cœur battant et j'ai attendu pendant qu'il sonnait. Sa mère répondit en premier, voix fragile avec inquiétude. « Julien, est-ce que tout va bien ? Nous n'avons pas eu le transfert aujourd'hui. » Je l'ai imaginée assise à son bureau en lisant ce vide dans son compte comme une trahison. J'ai pris une respiration, me stabilisant. « Je vais bien », j'ai dit la voix calme. « Mais j'ai besoin que vous connaissiez la vérité. Rebecca n'a pas envoyé de parfum au cours de la dernière année. Chaque dollar que vous avez reçu est venu de mon compte. » Il y a eu une longue pause. Je pouvais presque entendre son cœur se retourner dans sa poitrine. « Je suis désolé que vous vous sentiez induit en erreur », j'ai poursuivi. « Mais je ne peux plus soutenir cet arrangement. » Sa mère a bafouillé, l'indignation lançant ses questions, mais elle a dit, « Je sais », j'ai interrompu doucement. Mais elle l'a dit, mais ce n'était pas vrai. La ligne crépitait d'incrédulité. « Nous avons respecté sa générosité », murmura-t-elle. « Vous déchirez notre famille. » « Je vous dis ce que vous méritez de savoir », ai-je dit. « J'ai donné jusqu'à ce que ça fait mal. Il est temps que vous fassiez face à la réalité. » J'ai raccroché, serré à la poitrine et je me suis tourné vers Rebecca. Elle se tenait derrière moi, les bras croisés, les lèvres pressées dans une fine ligne. Ses yeux étaient brillants, pas de larmes, mais de fureur. « Comment pourriez-vous ? » siffla-t-elle. « Tu m'as humilié. » Les mots ont piqué,
mais je n'ai pas tressailli. J'avais attendu trop longtemps pour dire le silence dans la vérité. Je ne t'ai pas humilié, dis-je. Je vous ai montré ce que les dons sans reconnaissance peuvent faire. Sa main trembla alors qu'elle atteignit mon bras. Ils m'aiment, a-t-elle insisté. Ils se rallieront autour de moi. Je l'ai secoué doucement. Ils aiment l'idée de vous. Ils aiment leurs illusions. Ma voix s'est adoucie. Je t'aimais. Je fais toujours quand tu es la femme que j'ai épousée. Elle regarda. La douleur et la colère détresse ses traits. Elle avait construit son identité sur les compliments et le statut élevé. J'avais arraché l'échafaudage. Je l'ai regardé lutter, j'ai vu les lignes de fracture apparaître dans son équilibre. Plus tard dans la soirée, quand elle s'est retirée pour emballer ses affaires, je ne l'ai pas arrêtée. Elle a déménagé comme un animal blessé. Rapide, tendue, déterminée. Elle a poussé les vêtements dans un sac à bouffer, refusant mon aide. J'ai regardé silencieusement, une poitrine lourde d'émotions contradictoires. Du chagrin, secours, culpabilité, défi. Quand elle se tenait à la porte, du felbag passait sur son épaule. Elle fit une pause. « Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Je vais m'assurer que vous regrettez cela. » Ses yeux ont brûlé avec quelque chose que je ne reconnaissais pas. « Tu ne me possèdes pas, Julian, ai-je hoché la tête. »« Non, dis-je. »« Mais tu ne le fais pas. » Ses pas résonnaient dans le couloir, puis le silence s'installe. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre, le cœur battant. J'avais gagné la bataille, mais je n'avais pas gagné la paix. Dans les jours qui ont suivi, les appels sont venus en vagues. La confusion de son père, les larmes de sa mère, la messagerie vocale polie des créanciers de la boutique. Je suis retourné sur mon propre compte, démêlé de leurs demandes financières. J'ai rénové ma voiture, remplacé le haillon en cliquetis par quelque chose de fiable. J'ai contacté un avocat pour discuter des termes de séparation au cas où. Et lentement, en l'absence de son poids sur mes épaules, j'ai recommencé à respirer. J'ai découvert que le silence peut être puissant, mais il n'est pas redonné. C'est l'espace où vous écoutez, où vous planifiez, où vous vous récupérez. Debout dans le calme de mon salon, j'ai réalisé qu'en arrêtant les paiements, je n'avais pas seulement retiré de l'argent. Je m'étais retiré d'une vie qui n'était pas à moi. Le chemin à venir était incertain. Ses fils suspendus dans les airs comme des nuages de tempête. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le tremblement de la possibilité. Je ne serai plus le fournisseur invisible. Je ne me recroquevillerai plus dans les ombres jetées par l'ambition de quelqu'un d'autre. J'avais choisi la vérité sur l'illusion. Et ce faisant, j'avais commencé à me choisir. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Quelques jours après l'arrêt des paiements et la vérité dévoilée, le monde de Rebecca a commencé à s'effondrer. Sa routine matinale de traitement de spa et de photos des photos d'influence a brisé le moment où elle a réalisé que son financement s'était évaporé. Les teintes brunes qu'elle avait soigneusement choisies pour son flux. La concentration sur les filtres sur lesquels elle s'est appuyée pour amplifier son image se sentait soudainement creux alors que son solde bancaire a fait clignoter des chiffres décroissants. Elle a essayé le gambit habituel. Publier une annonce parrainée, présenter une collaboration, rappeler à ses disciples son goût impeccable. Mais les marques ont commencé à hésiter quand ils ont vu son engagement diminuer. L'argent qu'elle avait toujours pris pour acquis avait disparu, et avec lui la vie organisée qu'elle avait construite sur ma générosité. Pendant ce temps, son partenaire commercial, qui avait reçu 16 000 $ de mes fonds pour semer sa marque dite de style de vie, a envoyé une courte durée. Il la fantôme maintenant. Plus de co-entreprise ou de vision partagée de luxe. Avec chaque message rebondi, l'illusion de ses prouesses entrepreneuriales s'est déroulée. J'ai appris son départ à travers une capture d'écran transmise que Rebecca avait laissée sur notre bureau partagé. Un rappel froid qu'il n'avait aucune fidélité à elle quand il n'y avait pas de profit à avoir. Elle a rythmé la cuisine cette nuit-là, tapotant son pied dans l'agitation, les talons auxquels portait autour de l'appartement se sentant soudainement hors de propos contre les planchers de bois franc usés. La boutique de sa mère, que j'avais minutieusement financée avec 12 000 $ pour les stocks et les frais généraux, ne pouvait pas résister à la ralentissement économique. Le bail a expiré, les fournisseurs ont exigé le paiement et la vitrine frissonnait à peine une annonce publique. J'ai entendu sa mère au téléphone, la voix tremblante alors qu'elle s'arrangeait pour rencontrer le propriétaire pour négocier un règlement. Les mots faillite et insolvable ont rompu le silence dans la pièce voisine comme un verre déchiqueté.
La rapidité avec laquelle le plaquage du succès pouvait se fissurer lorsque sa fondation a été construite sur des fonds empruntés. Je ressentais une pente non sympathique pour les rêves mal placés de sa mère, mais de tristesse pour la famille que j'admirais autrefois, maintenant exposée comme une maison de cartes. Son père ne s'est pas mieux comporté. Le cheval de course dont il avait été le plus fier, une jument de châtaignier nommée Destin Passe, avait été vendue aux enchères après des frais d'entraînement et des factures vétérinaires accumulées. Les certificats de lignée et les dossiers médicaux que j'avais aidé à assurer un assis intact dans un tiroir. La vente a récupéré moins de la moitié du prix d'achat initial, laissant son père allaiter une perte qu'il a refusé de reconnaître. J'ai appris la vente d'un voisin qu'il avait repéré dans les écuries cet après-midi, ses épaules s'effondraient sous le poids de la déception. Je l'ai imaginé remettre les rênes de ce maire, fierté se dissolvant dans le regret en la regardant trotter. Tout au long de cela, je suis resté un témoin silencieux de l'effondrement. Rebecca a maudit son souffle alors qu'elle faisait défiler les factures non rémunérées et les avis de collecteurs de dettes. Elle a traversé de vieux contrats, cherchant désespérément une bouée de sauvetage. Mais ces accords écrits n'avaient aucun signe de soutien financier de son propre nom. Je l'ai regardé passer de l'influenceur poli à l'adversaire acculé. Le brillant de son personnage remplacé par un désespoir brut. Elle a fait irruption dans l'appartement, ouvrant des tiroirs à la recherche de documents. Ses ongles entretenus grattant du bois. Chaque dénigrement d'un autre compte impayé a été un coup dur pour son identité soigneusement construite. Le soir, je suis revenu du travail pour trouver sa mère et son père campés sur le canapé, des arguments ricochaient dans la pièce. La voix de sa mère a atteint un terrain aigu alors que son père tentait de défendre ses choix. Rebecca se tenait entre eux, les bras pliés, un spectateur au chaos qu'elle avait orchestré. Cela m'a ensuite frappé à quel point ce tableau était étranger des rassemblements de familles chaleureux que je connaissais autrefois. Les mêmes personnes qui avaient grillé la gentillesse et l'esprit d'entreprise de Rebecca se sont désormais battues sur de l'argent emprunté et des promesses rompues. Leur culpabilité et leur confusion étaient suspendues dans les airs comme de la fumée épaisse, étouffant tous les vestiges de la célébration. Un après-midi, j'ai trouvé Rebecca dans notre chambre, blottie par la fenêtre avec des larmes stripant ses pommettes. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, vulnérable et dépouillée d'artifice. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, déchiré entre la compassion et la distance. Elle leva les yeux bordés de rouge, et mon cœur se serra avec le souvenir de l'amour qui nous a autrefois liés. « Qu'est-ce que j'ai fait » chuchota-t-elle, la voix à peine audible. Mais je ne pouvais pas avancer. J'avais passé trop longtemps à complice de sa tromperie. Et maintenant, le seul chemin que j'ai vu était en avant seul. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'effondrement n'était pas seulement financier, mais il était personnel. L'identité de Rebecca, qui avait été entrelacée avec de faux récits, était en ruine. Sa famille, une fois que ses partisans les plus finesses, l'ont regardée maintenant avec soupçon et regret. Elle a été laissée pour naviguer dans l'épave qu'elle avait créée. Une silhouette solitaire au milieu de la façade détruite de sa propre fabrication. J'ai regardé ses épaules s'effondrer alors qu'elle coulait au sol, à la tête et aux mains, le silence entre nous plus profond que n'importe quel argument. Alors que je me tenais là, j'ai senti une résolution silencieuse s'installer sur moi. L'effondrement avait été inévitable, une conséquence directe d'une histoire construite sur des mensonges. Pourtant, dans l'épave, j'ai vu une lueur de possibilité, une chance de reconstruire, de vivre avec intégrité plutôt que d'illusion. Je me suis détourné en silence et je suis retourné à ma vie, conscient que le chemin à parcourir nécessiterait la guérison, non seulement pour moi, mais peut-être un jour pour elle aussi. Mais pour l'instant, j'ai embrassé la solitude qui a suivi la tempête, reconnaissante d'avoir émergé de l'autre côté comme l'homme que j'ai choisi de devenir. L'enveloppe était assise sur la table de nuit comme une bombe à retardement. Je l'ai remarqué quand je me suis brossé les dents avant de me coucher. Une enveloppe de couleur ivoire épaisse avec mon nom fait défiler dans l'élégante écriture de Rebecca. Mon cœur a sauté. Après des semaines de confrontation et d'effondrement, je ne savais pas à quoi m'attendre ensuite. Excuses, accusations ou quelque chose de pire. J'ai glissé mon pouce sur le bois frais et les ramassé, le retournant entre mes mains. Pas de tampon, pas d'adresse de retour, juste mon nom et une simple boucle de cire laissée d'un seau qui avait été ouverte. Je suis retourné dans le salon et j'ai coulé dans le fauteuil, enveloppe à la main. La ville à l'extérieur de notre fenêtre chuchota avec une circulation lointaine, des réverbères se présentant sur le trottoir ci-dessous. Je fends le rabat et déplie une seule feuille de papier. Son écriture inclinait légèrement comme si elle l'avait écrit à la hâte ou avec des doigts tremblants. Julian, ça a commencé.
Je sais que je t'ai blessé au-delà des mots et je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais voulu que votre générosité devienne une arme et je regrette la douleur que j'ai causée. Mais nous pouvons résoudre ce problème. S'il vous plaît, si vous m'aidez une seule fois, nous pouvons recommencer. Vous connaissez le fonds d'urgence, la fiducie que ma mère a laissée pour nos futurs enfants. Aidez-moi à y accéder et vous aurez l'argent dont vous avez besoin pour reconstruire et j'aurai les moyens de faire mes preuves à nouveau à mes parents. Ne retirez pas le dernier espoir de ma famille. J'ai regardé les mots. L'encre a tamponné dans un coin où la larme était tombée. La manipulation émotionnelle m'a frappé avec la force d'un marteau. Elle m'avait appâté une dernière fois avec une promesse de réconciliation, balançant la confiance que l'on avait mis de côté pour notre avenir. Ma mère avait insisté sur le fonds d'urgence lorsque je me suis marié pour la première fois, de l'argent pour les enfants pour des difficultés inattendues pour la sécurité. C'était sacré pour moi, intouchable sauf en véritable crise. Et maintenant, elle voulait accéder, affirmant qu'elle en avait besoin pour tout réparer. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée sur le bras de la chaise, mon esprit course. C'était la paille finale. Après des années de saignement pour les caprices de sa famille, après chaque sacrifice que j'avais fait avec rien à montrer, mais leur arrogance lui a envoyé des mensonges, elle avait l'audace de demander le fonds destiné à nos enfants. J'ai ressenti une vague de colère, une trahison aggravée par la cupidité. Il a cristallisé dans ma poitrine. Ce serait le moment où j'ai coupé la dernière attache à une vie qui m'avait presque consommé. Le matin, j'ai appelé mon avocat. Son bureau sentait le vieux cuir et le bois poli, un endroit qui promettait l'ordre au milieu du chaos. J'ai besoin de déposer une séparation, dis-je, la voix calme avec conviction. Et j'ai besoin de garantir ma fiducie de fonds d'urgence. Il ne peut pas être accessible par Rebecca ou sa famille. Il a posé des questions, des dates, des détails du compte, une documentation de confiance, et j'ai répondu à chacun avec une précision détachée. Il m'a assuré que les documents seraient déposés d'ici la fin des semaines, qu'une ordonnance d'interdiction sur nos actifs conjoints était possible et que la fiducie pourrait être protégée de toute réclamation. En quittant son bureau, j'ai senti le poids lourd sur ma poitrine commencer à se soulever. Pour la première fois depuis des années, je prenais des mesures concrètes pour protéger mon avenir. Le fonds d'urgence resterait intact pour les enfants que je pourrais un jour avoir, sans l'ombre de la manipulation. J'ai imaginé le premier jour d'école de cet enfant, leur premier genou gratté. J'ai vu le fonds payer pour des vitamines, des livres, des réparations inattendues, quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Le contraste entre cette vision et la lettre de Rebecca n'aurait pas pu être plus sévère. De retour à la maison, l'enveloppe est toujours allongée sur le fauteuil. Je l'ai repris et étudié son écriture. Il y avait eu un moment où ses boucles et ses courbes auraient fait flotter mon cœur. Mais maintenant, ils étaient des symboles de tromperie, d'une femme qui appréciait son image sur notre mariage, nos rêves, nos enfants. J'ai frappé l'enveloppe et je l'ai jetée dans la poubelle par la porte. Cette nuit-là, j'ai emballé mes propres sacs, pas pour les voyages, mais pour la création de distance, un appartement à moi-même, un sanctuaire où mes choix ne seraient pas dictés par la cupidité de quelqu'un d'autre. J'ai plié des chemises, des t-shirts, quelques livres chéris, mon ordinateur portable. J'ai placé chaque objet soigneusement dans un sac de bouchon, prenant mon temps pour que l'acte lui-même soit significatif. Je ne voulais pas me précipiter. Je voulais savourer chaque moment de récupération de ma vie. Quand je l'ai fermé, je me suis arrêté et j'ai passé ma main sur le tissu. Ce sac maintenait mon autonomie. Plus tard, alors que je traversais notre appartement vide une dernière fois, j'ai remarqué les petites choses. Une tasse ébréchée dans l'évier, la collection de soutraits dépareillés sur la table basse, la couverture qu'elle a toujours laissée draper à l'arrière du canapé. Chaque élément tenait un souvenir, mais contrairement auparavant, ces souvenirs ne font plus mal. Ils rappelaient un chapitre fermé, les leçons apprises. J'ai éteint les lumières alors que je passais chaque pièce, laissant l'appartement masqué dans l'obscurité derrière moi. À la porte d'entrée, j'ai hésité. J'ai jeté un coup d'œil à la salle où nous avions partagé tant de moments. Bon et terrible. Mon souffle a pris, mais je n'ai pas permis de regretter de m'attacher. Je suis sorti, j'ai fermé la porte doucement et je l'ai verrouillée. Le clic sur le pêne dormant résonnait comme la note finale d'une chanson. Je descends dans le couloir, des escaliers et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Mon sac Duffel a balancé à mes côtés, un témoignage silencieux de mon départ. Les lumières du couloir brillaient doucement, me guidant vers le parking. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là,
j'ai dormi sur un matelas aérien dans la chambre d'amis de mon ami Marcus. Dans le calme, je me suis permis d'expirer pleinement pour libérer la tension qui avait enroulé dans mes épaules pendant des mois. L'enveloppe et la lettre avaient disparu, la dernière de la manipulation de Rebecca a jeté. Je m'allongeai sur le dos, fixant le plafond, et pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, je me sentais en sécurité. Le lendemain matin, j'ai rempli la pétition de séparation et transféré le fonds d'urgence dans un nouveau compte en vertu de la protection des fiduciaires. Chaque clic de la souris a fait écho à ma détermination. J'ai ressenti une fierté féroce de mes actions, protégeant ce qui était à juste titre, en veillant à ce que l'avenir m'appartenait à moi et à mes enfants, pas à des schémas manipulateurs. Alors que je quittais la rive, le soleil s'est levé sur la ville et les arcs dorés, peignant le ciel avec promesse. J'ai inhalé profondément, goûtant le potentiel de ce nouveau chapitre. La liberté, j'ai réalisé, n'était pas seulement l'absence d'obligation. C'était le pouvoir de choisir ce qui importait le plus. J'avais choisi la vérité, choisi la protection pour l'avenir de ma famille et je me suis choisi. Et à ce moment-là, en entrant à l'aube d'un nouveau jour, je me sentais plus vivant que jamais. 2 ans se sont écoulés depuis que je me suis éloigné de cette vie, je me suis éloigné du château d'illusion de Rebecca et de la famille que la générosité mystique pour la soumission. L'horizon à feuilles persistantes de Seattle est devenu ma nouvelle toile de fond, et je me réveille chaque matin avec le doux bourdonnement de cornes de fée et l'odeur de cèdre surmiché. Je vis dans un modeste loft à Capitol Hill. Les murs n'en ont pas orné de photos de famille encadrées, mais avec des cartes des itinéraires d'expédition et des horaires de mon travail de conseil. Les entreprises de transport durable m'embauchent pour rationaliser leurs opérations. Et je suis fier de savoir que la cargaison que j'aide à déplacer se déplace avec un impact environnemental minimal. C'est un travail qui s'aligne sur mes valeurs, pas une partie sur des secrets et un sacrifice non reconnu. La plupart des matins, je lasse mes bottes de randonnée et je me dirige vers les sentiers de Discovery Park, laissant la solitude des pins imposants et du vent bissé de sel nettoyer le résidu des regrets passés. En montée, je me souviens du poids que j'ai porté autrefois, $5000 par mois, mon identité a dépouillé une série de transactions, puis respire profondément, reconnaissante pour la simplicité de ma nouvelle routine. Les rares jours où le brouillard lance la ville, je ressens le frisson de l'incertitude, comme si la possibilité du monde scintille juste au-delà du voile. Ici, sur un chemin de moquette de mousse, je suis pleinement présent, pas hanté par des alertes fantômes de fonds transférés ou étouffé par la peur de ce que je pourrais découvrir ensuite. C'est sur l'une de ces randonnées sous un ciel strié avec l'aube que j'ai rencontré Ren. Elle photographiait Lycan sur un tronc de chêne. Son objectif de caméra capturant des détails que j'aurais négligés. Nous avons entamé une conversation sur les champignons et les horaires ferroviaires. Elle écrivait un article sur la mycologie urbaine pour un magazine local et curieux de savoir comment les trains de fret coexistent avec les couloirs de la nature. Sa curiosité était authentique, ses rires sans surveillance. Je me suis retrouvé à partager librement les idées, aucun calcul du crédit ou de la condamnation sous mes paroles. À la fin de notre randonnée, nous nous sommes séparés d'une promesse de se réunir à nouveau pour un café dans un café près de Pike Place Market. Notre premier rendez-vous s'est senti sans effort, comme la continuation plutôt que de commencer. Elle a posé des questions sur mon déménagement à Seattle. Et je lui ai raconté l'histoire que je raconte rarement. Celui sur un mariage défait par la tromperie et la récupération du récit de ma vie. Elle n'a pas écouté avec pitié, mais avec empathie, comme si mon passé était un chapitre d'un livre que nous étions tous les deux désireux de lire. Quand j'ai parlé du jour où j'ai arrêté les paiements, Ren s'est penchée en avant. Je suis stable. C'est à ce moment que vous avez choisi, dit-elle, la voix calme mais ferme. Et ce choix a fait toute la différence. Je me suis surpris en hochant la tête, des larmes piquantes dans mes yeux, pas douloureuses, mais soulagées. Dans les mois qui ont suivi, Ren et je me suis installé dans un rythme de respect mutuel et de compréhension non dirigée. Le jardin communautaire à Georgetown, plantant des tomates héritières dans des lits surélevés et en échangeant des histoires sur le sol. Rester au sommet de Mount C pour regarder le coucher du soleil régler les cascades en or et à crimson. Avec le vent tirant sur nos vestes, elle se tourna vers moi, ses joues rougissaient du froid et de l'effort. « Qu'est-ce qui vous a fait décider de tout laisser derrière vous » demanda-t-elle, la voix douce contre le rugissement du vent. J'ai regardé l'horizon déchiqueté, inspiré dans le péché de Pine Promise. J'ai réalisé que la liberté ne concerne pas la responsabilité, ai-je dit, mais au sujet du choix des bonnes responsabilités, celles qui nourrissent plutôt que de vous consommer. Elle a pris ma main, le serrant.
Et je suis content que vous vous ayez choisi. Maintenant, quand je réfléchis à cette nuit lors du dîner d'anniversaire de son cousin, sur le flash de 50 cents et le silence qui a suivi, je vois le moment non seulement comme une humiliation, mais en tant que catalyseur de transformation, j'ai été forcé de confronter le coût du silence, le prix du sacrifice non. En s'éloignant, j'ai découvert que la force réside souvent dans la fixation des limites, en refusant d'être le guichet automatique silencieux pour la vanité de quelqu'un d'autre. J'ai appris que l'amour, lorsqu'il est authentique, n'exige pas l'obéissance aveugle, mais prospère sur le respect mutuel et l'honnêteté. Aujourd'hui, alors que je me tiens sur mon balcon d'appartement en regardant les faits glisser sur Elliott Bay, je ressens une gratitude silencieuse pour chaque torsion qui m'a conduit ici. Les trahisons qui m'ont ouvert les yeux, l'effondrement qui a dégagé l'espace pour la vérité et la solitude qui m'a appris à écouter ma propre voix. Ren me rejoint à mes côtés, ses bras glissant autour de ma taille, et nous regardons les lumières de la ville scintiller sur une par une. Aucune illusion ne persiste entre nous, seulement deux personnes partageant un moment de connexion authentique. Parfois, la liberté ne rugit pas. Il murmure dans le bruissement des aiguilles d'épinette et le clic d'une tasse de café sur un comptoir. Et parfois, ce murmure porte le pouvoir de tout changer.